On a souvent cette image de l'enfant dans sa bulle et en fait, je trouve ça très dommage parce que beaucoup d'enfants et même la plupart des enfants veulent être avec les autres. Juste, ils savent pas forcément comment faire. Et quand on leur apprend à jouer avec les autres, on voit que les enfants finissent par prendre du plaisir et rechercher ce contact et cette relation. Atypique et alors, un podcast pour entendre la vie avec un enfant autiste. Dans cette deuxième saison, Brice Andlauer part à la rencontre des différents professionnels qui accompagnent et prennent soin des personnes avec autisme au quotidien. Alors, je m'appelle Clémence Arbillot, j'ai 30 ans et je suis psychologue spécialisée dans l'autisme. Oui. Peut-être aller aux toilettes, là. J'avais très envie, depuis l'adolescence, de devenir psychologue. Ça a toujours été le métier, en tout cas l'ambition que j'avais. J'ai toujours été assez empathique, assez à l'écoute. Aider des personnes, ça a toujours un peu fait partie de mon chemin, donc ça s'est dirigé assez naturellement. Sauf qu'en fait, j'ai découvert pendant mes études que c'était très vaste. Il a dit bulle lundi dernier. Ah, super. Avec Arthur. C'est trop bien. C'est bulle ou une approximation de bulle? Non, c'est bulle. Ouais, bulle. Génial. On en a ici? Non, moi j'en ai jamais. T'en as parlé avec la famille? Oui, j'ai dit au papa. Il y a 10 ans, on n'en parlait pas du tout. C'était très peu évoqué dans les médias ou ne serait-ce que dans la société. Et surtout, il n'y avait pas encore, en tout cas c'était très récent, l'inclusion des enfants autistes en classe. Donc je me souviens d'un film que j'ai dû voir quand j'avais 16 ans, qui parlait... c'était un instituteur, je crois que c'était une série un peu sur un peu l'instit, il me semble, où justement on voyait un enfant TSA en classe, donc qui était l'enfant dans sa bulle, qui parlait pas, qui était à l'écart, qui pouvait mettre ses mains sur ses oreilles quand il y avait trop de bruit. Donc j'avais cette représentation-là, qui au final n'était pas non plus très erronée du jeune enfant que j'ai pris en charge. Et puis bien sûr, par la suite, j'ai découvert que c'était pas la représentation unique de l'autisme. C'est vraiment un handicap très pluriel, avec plein de profils différents, et c'est bien plus varié que ça. Je veux gâteau. Je veux bateau. Non. Bah là, en fait, je sais pas s'il veut boire. Non, je pense pas. Je pense qu'il va aller jouer. Attends. Est-ce que tu veux boire? Attends. Je pense qu'il va aller jouer. Il va aller jouer? Ouais. On le fera boire plus tard. Quand j'ai été en licence, j'étais à la recherche d'un stage. Donc, j'avais jamais entendu parler spécifiquement de ce handicap. J'avais très très peu de notions, donc j'avais révisé avant d'aller à l'entretien. Et puis, j'ai un peu recoupé aussi avec mes cours de psycho. Et voilà, je suis arrivée, j'ai passé une année en classe maternelle, tous les matins, avec un enfant TSA qui avait 5 ans, qui parlait très peu en début d'accompagnement et qui s'est mis à parler de plus en plus au fur et à mesure de l'année. Et ça a été une vraie rencontre, un vrai coup de cœur pour ce métier et pour ce type de population et ce type d'enfants. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Déjà, ils ont des centres d'intérêt assez, ce qu'on appelle restreints. 7... donc des passions, mais déjà sur ces passions-là, ils ont tous des passions pratiquement différentes. 9... et 10... Voilà, un enfant qui va être, j'en connais un qui est passionné par le métro parisien spécifiquement, un autre par les grenouilles, un autre ça va être la collection des billes, mais ils ont chacun déjà des intérêts différents, très spécifiques. Toutes les journées sont différentes. Je peux très bien être le matin auprès d'un enfant en maternelle, l'après-midi auprès d'un lycéen en CAP cuisine, donc avec une charlotte, des chaussures, une blouse. On accompagne les enfants un peu partout, donc je suis amenée à intervenir dans plein de domiciles différents déjà, dans plein d'écoles différentes, dans plein de classes différentes. Il y a ça aussi. Et après, il y a toute la partie institutionnelle avec toutes les réunions, toutes les supervisions, donc ce qui rend encore
le métier plus riche. Ce que j'adore vraiment dans mon métier, c'est de pouvoir voir les enfants évoluer, voir les enfants progresser. Principalement, ceux qui sont plus remarquables, ça va être en termes d'autonomie. Donc, pour certains, ça va être de savoir s'habiller, de savoir prendre sa douche, de savoir manger. Ça, c'est vraiment ce qui me donne envie de me lever le matin. Parfois, ça prend quelques semaines, parfois c'est quelques mois, parfois, malheureusement, ça peut aussi se compter en années quand on intervient un peu plus tard, chez des adolescents notamment. Mais on y arrive. La plupart des personnes, en tout cas beaucoup de personnes, ont une représentation où les thérapies sont axées sur la parole et sur la communication. Effectivement, dans le cas de l'autisme, on n'est pas du tout dans ce type de disposition. Si on est confronté à un enfant ou un jeune qui ne parle pas, on va observer son comportement pour essayer justement de mettre du sens sur son comportement et un peu d'imaginer ce qu'il pourrait nous dire. Mais je pense notamment à des enfants qui peuvent parfois nous prendre par la main ou nous montrer des objets qu'ils souhaitent avoir. Donc là, on peut comprendre ce qu'ils souhaitent et ce qu'ils désirent. J'ai aussi parfois des enfants qui se mettent à pleurer ou à crier ou justement à mettre leurs mains sur leurs oreilles. Et là, c'est à nous, en tant qu'adultes et en tant que professionnels, d'analyser ce qui s'est passé dans l'environnement, ce qui pourrait expliquer le comportement de cet enfant, car il n'est pas en mesure de nous dire que là, peut-être que l'environnement sonore est trop bruyant ou qu'un bruit l'a dérangé ou lui a fait peur. Donc on va apprendre à l'enfant à se servir d'images, donc d'images de la vie quotidienne, de choses qui pourraient l'intéresser ou qui pourraient nous demander, de prendre cette image et de nous la donner, et que ça ait valeur de communication. Donc là, il n'a plus du tout accès aux écrans ? Non. Depuis septembre, ouais. Plus d'écran. Plus d'iPad Non. Okay. Donne. Ah. Emploi du temps. Super. Goûter. Assieds-toi. Il y a des moments où on ne comprend pas, et ça c'est assez difficile. Donc dans ce cas-là, on part en enquête. On part en recherche, en prospection avec toutes les personnes qui sont autour de cet enfant, donc les professionnels, la famille. On note exactement ce qui s'est passé dans les 5 dernières minutes avant que l'enfant présente ce comportement. Et ensuite, on essaie de recouper au niveau des données et de voir s'il y a eu des points communs ou des choses qui sont passées dans l'environnement ou dans l'interaction avec l'adulte. De façon assez générale, les psychologues qui travaillent dans l'autisme se spécialisent dans ce domaine. Ça nécessite un savoir-faire un peu sur mesure pour ces enfants-là et ces jeunes-là. Donc oui, avoir un enfant à TSA, ça demande énormément d'investissement, principalement de la part de la famille. On va leur apprendre à communiquer, à interagir avec leur enfant. Pour apprendre, on est un peu obligé d'être tourné vers l'autre et d'apprendre de l'autre. Donc ça nécessite beaucoup de temps et d'investissement, beaucoup de travail surtout, de la part des familles. Vas-y. Oui. Du coup, pour l'instant, je lui tiens. Tiens, essayez avec ceux-là, attention parce qu'ils sont toujours. Allez. Super. Bien. Super. Je pense qu'on n'en parle peut-être pas assez, mais éduquer un enfant TSA, c'est vraiment une méthode d'éducation à part entière. Enfin, c'est une éducation très particulière qui est complètement parfois contre nature. Effectivement, ça nécessite de déconstruire déjà toute l'éducation que le parent avait envisagée et projetée pour son enfant, et ensuite d'apprendre cette méthode d'éducation où des personnes quand même viennent chez eux pour leur dire comment faire. Chez d'autres familles, chez les familles d'enfants neurotypiques, jamais personne
sauf cas particulier, personne ne vient à domicile pour leur enseigner comment faire, comment se comporter avec leur enfant et comment éduquer leur enfant. On essaye dans l'absolu de coller au plus près de l'éducation qui est idéalisée et projetée par les familles. Il y a différents types de familles et il y a différents types aussi de temporalité. C'est-à-dire que voilà, il y a des familles qui vont être très demandeuses de conseils, qui vont réagir assez rapidement et aussi comprendre très rapidement ce qui est attendu. Certaines familles vont peut-être être résistantes juste après l'annonce du diagnostic, et on peut les comprendre. Ça peut être une année très compliquée. On va leur demander de mettre en place plein de choses parce que l'enfant est petit en plus, donc le cerveau est assez malléable et c'est très important de réagir assez vite. En même temps, ça fait beaucoup d'informations et ils sont pas capables d'entendre tout ça, eux, en tant que personnes. Il existe aussi d'autres espaces, peut-être plus spécifiquement dédiés d'écoute ou de soutien, donc notamment voir une psychothérapeute en privé, aller à des cafés parents aussi, rencontrer d'autres parents qui, eux aussi, ont des enfants TSA et avec qui on peut échanger sur toutes ces difficultés et toutes ces réussites aussi. T'as fait beaucoup de puzzles avec lui ? Ouais, quand même. Ouais, parce que là, il a beaucoup progressé. Hein. Ouais. Bah, je me souviens qu'on avait commencé par ça. Ouais. C'était compliqué, mais là, franchement, je suis étonnée. Quand c'est un truc super renforçant, par exemple, comme la musique, il va me le faire comme ça. Oui. Bravo. On a aussi toute cette représentation de l'enfant puzzle. Super. Quand on évoque l'autisme, donc l'enfant avec toutes ses particularités, et ben même là, on retrouve aussi un puzzle de professionnels, un puzzle de personnes qui entourent cet enfant, avec toute cette coordination qu'il faut mettre en place pour que les personnes fassent, dans l'idéal, un peu tous de la même façon, qu'il y ait une circulation des informations entre tous les partenaires et que l'enfant soit central. Donc si l'équipe reste stable, tout se passe bien. Mais par moments, ça peut être difficile si un élément de l'équipe part ou est remplacé. Pour la nouvelle personne, dans sa rencontre avec l'enfant, par moments, ça peut être difficile. On peut très bien parler à une éducatrice, à une maîtresse, à la psychomotricienne, à l'orthophoniste. Donc c'est un sens de l'adaptation constant, permanent. Ce sont des enfants qui ne sont pas du tout flexibles, qui vont avoir beaucoup de mal à s'adapter, à faire face à la nouveauté, aux imprévus, aux changements. C'est par exemple l'alarme incendie qui se met à sonner à l'école et il y a un exercice d'alerte incendie. C'est le métro qui, au lieu d'arriver dans 3 minutes, arrive dans 6 minutes. C'est les personnes qui changent, donc quelqu'un qui arrive dans l'environnement de la personne et puis qui en repart. Ils ont vraiment un besoin de stabilité, de repères fixes, de routine. On n'a pas le choix, on doit les aider à s'adapter. Pour les aider, on va introduire tout doucement des petits changements où on va les prévenir. Donc par exemple, aujourd'hui, au lieu de faire telle activité ou tel jeu, on va faire un autre jeu. Donc on reste quand même sur le même niveau de plaisir, un peu équivalent d'activité. Et puis au fur et à mesure, on va prévenir l'enfant de changements de moins en moins agréables. Donc le principe, c'est de leur dire « Ok, là, on va introduire un changement. Par exemple, au lieu de prendre cette rue-là, on va prendre l'autre rue. Et comme on sait que c'est un changement qui est difficile pour l'enfant, on va lui promettre que à la fin de cette rue, il pourra obtenir quelque chose. » Ces enfants-là n'ont pas la possibilité de se réguler émotionnellement et n'ont pas les mêmes capacités émotionnelles que d'autres enfants neurotypiques. Du coup, on le met en maintenance. L'étape d'après, en fait, on a travaillé 2 étapes en même temps, 2 objectifs du même domaine. Donc, c'était trier des couleurs et des formes et appareiller des images identiques entre elles. Donc là, c'est déjà ce que tu travailles en 2D. Ouais. Et l'objectif d'après, c'est que Balthazar soit capable d'appareiller une image, par exemple d'un chien, avec une image d'un autre chien. Pas 2 images qui soient identiques. Ok, d'accord. Ok, oui, j'ai compris. Tu
fais ça pour 20 images, pas plus. Ok. Comme ça, on voit déjà comment il réagit. Ok, ça marche. Mais oui, je t'embête. Ça ne s'arrête jamais. La personne avec autisme est constamment, je l'espère, en changement, ou en tout cas est constamment en apprentissage en fait, du monde qui l'entoure, et par moments en difficulté surtout. On a souvent cette image de l'enfant dans sa bulle, et en fait, je trouve ça très dommage parce que beaucoup d'enfants, et même la plupart des enfants, veulent être avec les autres et apprécient le contact des autres. Juste, ils savent pas forcément comment faire. Donc parfois, c'est plus facile d'être en retrait. Et quand on leur apprend à jouer avec les autres, à vivre en communauté, à interagir, on voit que les enfants finissent par prendre du plaisir et rechercher ce contact et cette relation. Ce qui va donner cette image et cette impression de l'enfant dans sa bulle, c'est en fait l'enfant qui est submergé par tous les stimuli sensoriels de son environnement, donc au niveau du bruit, de la luminosité, des odeurs, parfois certains enfants ont des sensibilités au niveau gustatif aussi, au niveau tactile. En fait, les enfants sont généralement assaillis par toutes ces informations et ça les empêche d'être en contact avec les autres parce qu'ils sont déjà trop occupés à gérer tout ce qui se passe en eux au niveau du traitement de l'information du monde qui les entoure. Super. Oui, c'est pas mal votre tasse. Tiens, Je pense juste que les ciseaux sont pas trop... fais comme moi. Fais comme moi. Fais pareil. Ils sont très heureux et très contents et ils prennent vraiment du plaisir à être avec des enfants neurotypiques qui, eux, en plus, vont pouvoir faire ce pas de s'adapter, faire un peu ce pas de compromis pour essayer de tirer l'enfant un peu au monde qui l'entoure. Là, c'est vrai qu'on est dans un monde qui bouge très vite et on commence à parler de plus en plus de l'autisme, des spécificités des personnes avec autisme. Et du coup, on a des belles découvertes qui se mettent en place dans la société actuelle qui se veut de plus en plus inclusive. Donc, notamment, je pense aux centres commerciaux qui, petit à petit, mettent en place 1 heure avec un niveau de stimulation sensorielle qui est plus bas, donc des lumières... il me semble éteinte, en tout cas beaucoup plus basse, pas de musique dans le magasin. C'est 1 heure où généralement il y a peu de fréquentation, peu de monde, ce qui permet aux adultes TSA de venir faire leurs courses, ou alors aux parents avec enfants TSA de venir faire leurs courses. Eux, ils font le travail, en tout cas on fait en sorte qu'ils travaillent pour s'intégrer dans notre société. De l'autre côté, il faut que la société puisse faire un pas vers eux et mieux les comprendre, en tout cas les accepter. Il faut juste plus informer les personnes, que les personnes TSA puissent rencontrer plus de personnes neurotypiques aussi. Et plus il y aura de mélange, plus il y aura de compréhension des deux côtés. Super. Tiens. Ce serait bien. C'est à qui du coup? Ça? Ouais. C'est un métier très beau et très riche surtout. Ce qui, en tout cas, moi, à titre personnel, me motive, c'est d'aider l'enfant, d'aider l'adolescent également, et de voir par la suite que ça aide aussi et ça améliore la qualité de vie des familles. Donc, on a un vrai impact, un peu comme une chaîne en domino. Hein. C'est toujours un peu difficile de se faire taper ou d'avoir parfois des griffures. C'est pas très agréable, c'est sûr, sur le plan physique. Mais on sait qu'on va y arriver et qu'on va réussir à dénouer cette situation, on va aider cet enfant et par ricochet, on va aussi aider cette famille qui se sent tout aussi démunie que l'enfant au final face à cette situation. Ça m'a appris énormément de choses. Déjà, c'est nécessairement d'apprendre à se connaître, mine de rien, connaître ses réactions, connaître ses limites à la fois physiques, à la fois relationnelles. J'ai appris à superviser des équipes, à manager des équipes. J'ai appris à communiquer avec des familles, donc à faire face à des conflits. Au final, ce que je suis en train d'expliquer depuis tout à l'heure, ça relève de la communication, de la structuration, des interactions sociales. Et c'est exactement ce que j'ai appris au contact des enfants, mais surtout au contact de tous les partenaires autour. Les enfants, au final, c'est pour moi le travail le plus facile, c'est assez intuitif, c'est assez simple, en tout cas pour moi, à mettre en place. Et surtout, j'en tire tellement de plaisir que
plus on connaît et plus en tout cas on se sent apte à gérer ces moments de crise et surtout on sait que c'est possible de les gérer. Il faut juste trouver la bonne, comprendre la fonction de ce comportement, trouver la bonne procédure, s'y tenir, persévérer et au bout d'un moment ça finit forcément par fonctionner. C'était le 3e épisode de la saison 2 d'Atypique et alors. Après avoir donné la parole aux parents d'enfants avec autisme, nous rencontrons cette fois les professionnels qui les accompagnent. Vous pouvez par exemple réécouter le témoignage de l'institutrice spécialisée Françoise Martin ou du musicothérapeute Christophe Musset sur notre site originel.fr ou votre application de podcast. Dans le 4e épisode, nous partons à la rencontre de Laurent Milem, éducateur spécialisé et fondateur du groupe de musique Percujam, qu'il développe avec des adultes avec autisme depuis maintenant plus de 10 ans.